rendez-vous. Alors peut-être que vous connaissez la phycocyanine, peut-être que vous ne la connaissez pas, peut-être que vous connaissez la naturopathie, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous me connaissez et peut-être que vous ne me connaissez pas. Donc en 2 mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Nathalie Lévriat, je suis naturopathe depuis plusieurs années. Maintenant, je pratique, je consulte, j'ai une consultation privée. Et je vais expliquer dans ma présentation un petit peu ce que c'est que la naturopathie, donc vous allez mieux comprendre. Je suis confrontée à beaucoup de cas différents. Hein. La naturopathie, ça peut aider à soigner beaucoup de maladies différentes. Et c'est surtout aussi une médecine préventive. Et dans ma pratique, j'ai rencontré plusieurs personnes fibromyalgiques. Et dernièrement, j'en ai rencontré beaucoup aussi. Et dans mes partenaires, beaucoup de personnes en connaissent aussi. On se rend compte que c'est un problème qui devient de plus en plus important. Et surtout un problème auquel on ne trouve pas beaucoup de solutions. Et que les personnes qui souffrent de la fibromyalgie, parce qu'on en souffre beaucoup, toutes les maladies on souffre, mais la fibromyalgie particulièrement, on ne trouve pas beaucoup de réponses. Et donc j'avais envie d'apporter des réponses parce que j'ai pu accompagner des personnes vers le chemin du mieux-être. J'avais envie de raconter un petit peu comment ça s'est passé et comment on a pu trouver des clés. Voilà. Donc merci d'être là, merci à ceux qui arrivent encore. J'ai préparé un... Ah, il faut que Lorena me permette de partager mon écran. Tu es là, Lorena? J'ai préparé en fait une présentation visuelle, comme ça sera peut-être plus facile pour suivre, et puis même pour moi, pour le plus de mes idées, c'est plus facile d'avoir un support visuel. Donc j'ai préparé un support visuel que je vais pouvoir vous partager. C'est ça la magie de Zoom aussi. C'est pour ça c'est une application qui est un peu fastidieuse, mais pour une fois qu'on l'utilise, vous allez voir que c'est utile en fait. Mais j'ai besoin que Lorena, es-tu là? J'ai besoin que tu me permettes le partage d'écran, s'il te plaît. Merci. Donc, pour l'instant, je n'y arrive pas. OK. Voilà. Donc, normalement, maintenant, vous allez voir apparaître mon écran de téléphone avec mon beau fond d'écran. Confirmez-moi si jamais vous ne le voyez pas. Et je vais vous partager la présentation. Je vais la mettre de manière horizontale pour qu'on ait bien... on voit bien. Voilà. Ça va, tout le monde voit bien? Alors, vous ne me voyez plus, c'est normal, hein? Vous voyez mon écran. J'espère que tout le monde sait lire. Oui, on voit bien. Parfait. Alors, cette conférence, je l'ai appelée Fibromyalgie, le chemin douloureux vers soi, parce que je vais vous expliquer tout au long de cette conférence, pour moi, et pour de nombreux naturopathes, surtout ceux qui pratiquent ce qu'on appelle le décodage biologique, et je vais en parler dans un instant, les maladies sont en fait un cri d'alarme, sont un message à écouter. Et souvent, ça va très très loin. Ça va très loin dans le processus de se connaître, de se reconnaître, de reconnaître nos souffrances morales aussi, pas que physiques, parce que nos souffrances physiques ont souvent un lien avec nos souffrances émotionnelles et parfois même depuis l'enfance. Moi, je suis naturopathe. La naturopathie, pour moi, c'est devenu une philosophie de vie depuis 2012, quand j'ai commencé mes études de naturopathie. J'aime bien cette photo parce qu'elle représente vraiment qui je suis, ce que je fais, ce qu'est la naturopathie. La naturopathie, c'est à la fois être parfaitement en symbiose avec la nature, avec les éléments, en étant soi-même, en n'ayant pas peur d'inverser les codes. C'est pour ça que j'aime bien faire le poirier. Et puis ça montre aussi mon énergie, mon élan de vie et le fait que je me sens parfaitement alignée et bien avec moi-même. Voilà. Comme je vous le disais, pour moi, la fibromyalgie, c'est un chemin. Et si on parvient en fait à appréhender sa maladie ou la maladie de la personne qu'on accompagne comme telle, comme un chemin, c'est déjà un premier pas vers la guérison. La guérison, c'est un chemin. Et un chemin vers quoi? Vers quoi tend la fibromyalgie? Elle tend à se connaître.
elle tend à ce que la personne fasse une introspection. En fait. C'est une manière d'aborder la maladie que peu de personnes ont, je pense que peu de thérapeutes ont. En tout cas, les personnes qui sont fibromyalgiques et qui m'ont consultée, elles m'avaient dit d'abord avoir été un petit peu on avait un petit peu bafoué, on ne les avait pas bien écoutés en fait, parce que la médecine traditionnelle, la médecine allopathique, la médecine classique, on va dire, euh, a donné un nom à un mal-être profond, un mal-être qui fait souffrir le corps. Elle l'a appelé fibromyalgie, mais sans vraiment y croire. Un petit peu comme si la personne était malade, c'était dans sa tête. Voilà. Alors que la personne fibromyalgique, les douleurs ne sont pas dans la tête, les douleurs sont présentes partout dans le corps. On verra, de nombreux symptômes sont là aussi. Alors, je suis d'accord avec le fait que la douleur vient d'une cause émotionnelle, certainement. Et je sais que certains d'entre vous qui sont présents aujourd'hui, qui peut-être souffrent de fibromyalgie, souffrez de fibromyalgie, déjà ça vous parle. Déjà, vous avez une petite sonnette d'alarme, un petit pincement au cœur, un petit pincement dans le ventre, un papillon qui vous dit ça va parler de moi en fait. Donc, comment je vais articuler cette conférence, cette petite présentation? D'abord, je vais vous parler de naturopathie, d'homéostasie, de décodage biologique, de la définition de la fibromyalgie, les symptômes de la fibromyalgie, les causes probables, parce qu'on ne les connaît pas vraiment, la médecine ne connaît pas vraiment les causes, les réponses naturopathiques qui sont nombreuses, vous allez le voir, et puis on pourra avoir peut-être, si des personnes sont là, Noémie, je sais, est une dame que je connais très bien, une amie, qui souffre de la fibromyalgie et qui pourra expliquer comment la naturopathie a pu l'aider. Je pense qu'il y a aussi Elisabeth qui m'a contactée, que j'ai déjà rencontrée sur d'autres conférences que j'ai données et avec qui j'avais déjà échangé, qui m'a aussi parlé de son amélioration grâce aux principes naturopathiques aussi. Donc, on pourra échanger et après, vos questions sont les bienvenues. Donc, naturopathie, path en anglais, ça veut dire le chemin. Donc, c'est un petit peu le chemin de la nature. La naturopathie, elle conçoit l'être humain comme un microcosme dans un macrocosme. Ça veut dire qu'il y a tout un petit monde à l'intérieur de nous, dans un grand monde qui nous entoure. Et l'idée de la naturopathie, c'est de rétablir l'équilibre entre ces deux mondes, en fait. D'être en parfaite symbiose, comme je le disais tout à l'heure par rapport à ma photo, et de stimuler, grâce aux ressources naturelles, c'est-à-dire à ce que la nature produit de manière spontanée, la force d'auto-guérison qui est à l'intérieur de nous. Qu'il y a un processus naturel de guérison à l'intérieur de nous. Je prends toujours le même exemple, vous l'avez peut-être déjà entendu si vous avez déjà assisté à mes conférences, on se coupe le doigt, une semaine après, le doigt est guéri. En fait, il s'est soigné tout seul, sans qu'on ait besoin parfois même de désinfecter, il se répare tout seul. La naturopathie, un de ses principes principaux, c'est de ne pas nuire. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions qui vont venir à la cause, à la racine du problème, mais sans que ça attaque un autre organe. Et puis quelque chose de très important, la naturopathie, c'est donné pour mission d'enseigner. C'est aussi pour ça que je suis là ce soir. C'est parce que j'ai envie de vous transmettre ce que je connais. Donc la naturopathie va utiliser le principe qu'on appelle d'homéostasie, qui est une recherche constante d'équilibre. Toujours la température à 36 degrés, plus ou moins. Toujours le pH sanguin, toujours équilibré. Toujours le pH urinaire à 7,5. Il y a un équilibre et le corps cherche tout le temps l'équilibre. Donc, si vous allez courir, vous allez être essoufflé. Quelques minutes après, le corps va récupérer, il va se calmer, il va essayer de revenir à l'équilibre. Cet équilibre, c'est l'homéostasie, c'est l'état de santé. Ça veut dire que quand on est malade, c'est juste une rupture en fait de cet équilibre. C'est juste une rupture de cette homéostasie, mais le corps, à l'intérieur de lui, chacune de ses cellules, il a un programme de réparation et de recherche d'équilibre. Ça veut dire que la maladie n'est pas une fatalité. La maladie est juste un état ponctuel à un moment donné et que l'état de santé, c'est l'état naturel du corps. Donc la maladie serait en fait
une rupture d'équilibre, un déséquilibre tout simplement, un peu comme je marche sur une bordure et je tombe, ben, je me remets sur la bordure. Donc la maladie, il faut la voir comme une rupture d'équilibre, comme un signal. Dans ma pratique, j'utilise beaucoup une théorie qui s'appelle le décodage biologique et qui consiste en fait à comprendre la fonction de chaque organe. Par exemple, la peau est faite pour nous protéger de la chaleur, du froid, des agressions extérieures, protéger tous les organes. Ça veut dire que toutes les maladies de peau ont souvent un lien avec une rupture de contact, de protection, comme l'eczéma par exemple. Donc chaque organe, chaque symptôme a un message particulier. Quand on connaît bien ces messages, ben on sait guider la personne vers peut-être ce qu'on appelle le biochoc, c'est-à-dire la cause, ce qui a causé le déséquilibre. Ça peut remonter il y a très longtemps et on n'en a pas du tout conscience. C'est pas quelque chose dans notre esprit, justement. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nos cellules. Quelque chose ne s'est pas exprimé parce qu'on était trop jeune, parce qu'on était trop petit, parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas pu, parce que pour X raisons. Ça s'est imprimé à l'intérieur de nos cellules. Alors, ça ne s'est pas imprimé de manière vraiment visible. Si on regarde la cellule, il n'y a pas une empreinte physiologique ou physique. C'est une empreinte énergétique. La naturopathie, c'est avant tout une discipline énergétique. Le corps est tout en nous vibre, tout en la nature vibre, n'est que vibration. Et cette vibration à l'intérieur de nous, qu'on appelle l'énergie, en fait, quand on dit je manque d'énergie, en fait, ce sont ces vibrations qui sont diminuées. Ces impressions, ce qui ne s'est pas exprimé, ce qui s'imprime, c'est en fait une impression énergétique. Donc, on va utiliser d'autres techniques énergétiques qui vont utiliser la résonance. On va essayer de venir faire vibrer la cellule de la manière dont elle vibrait avant, avec une autre technique énergétique. Je ne sais pas si jusque-là c'est clair ou pas ce que j'espère. C'était un petit peu de théorie, mais c'était nécessaire. Vous allez voir pourquoi après. Alors, la fibromyalgie, les symptômes sont ces symptômes les plus évidents et les plus criants, les plus parlants, ce sont les fameux 18 points. Donc, la médecine traditionnelle a décrété que on reconnaît la fibromyalgie à 18 points douloureux. Donc, quand le médecin palpe ces points en appuyant un peu profondément, c'est très, très douloureux. Donc, ce n'est pas un petit peu mal, c'est comme une décharge, c'est très mal. Et donc, pour que la fibromyalgie soit diagnostiquée, il faut 12 points au minimum. Donc là, vous les voyez, les points, il y en a devant, il y en a derrière, principalement dans le dos, dans le cou, dans les épaules, dans les hanches, dans les bras, dans les genoux. Certains d'entre vous les reconnaissent, certainement, j'imagine, que vous avez mal à ces points-là. Il faut savoir que la fibromyalgie n'est pas reconnue comme une maladie par la médecine traditionnelle. Peu importe, en fait. Pour moi, peu importe le nom qu'on donne à la maladie, à la pathologie, ça ne m'importe pas, en fait. Pour moi, un symptôme n'est qu'un message. Donc, j'écoute le message, il me guide vers mon chemin, et l'idée, c'est de trouver vers quoi ça me guide. Une fois que je vais trouver le but final, l'idée, c'est de pouvoir rétablir l'équilibre. Une petite parenthèse, comme j'ai dit tout à l'heure que chaque organe, chaque os, chaque partie du corps a un message précis, il est évident qu'en décodage biologique, tous les points qu'on voit là en rouge, ça a une signification particulière pour celui qui pratique le décodage biologique. Les douleurs de genou, par exemple, quelle est la fonction du genou? C'est de plier, de se plier, de se mettre à genoux. Quand on a des douleurs au genou, souvent, c'est parce qu'on en a marre de plier, littéralement, on en a marre de se mettre à genoux, parce qu'on doit se plier à vivre une vie qu'on n'a pas choisie, une vie qu'on n'a plus envie, devant une personne qui est très autoritaire ou des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs pistes d'exploration possibles, mais c'est un exemple pour vous montrer comment travaille le décodage biologique. Après les fameux 18 points, bon, on en parlera après dans l'espace de discussion. J'imagine que certains d'entre vous ont certains symptômes, certains les ont tous, malheureusement.
Certains en ont juste quelques-uns. Ça peut aller j'ai essayé de les illustrer par des images, ça peut aller une extrême fatigue, pas un petit coup de fatigue, une extrême fatigue dès le lever. Et le lever, on a l'impression qu'on n'a jamais reposé. Ça peut être des douleurs, des ballonnements, des maux de ventre, de l'intestin irritable. Ça peut être des envies fréquentes d'uriner. Ça peut être des acouphènes. Ça peut être la vue qui se trouble. Ça peut être des pertes de mémoire. Ça peut être de l'anxiété, de la nervosité, jusqu'à la dépression. Alors peut-être que certains d'entre vous ont même d'autres symptômes, hein, c'est possible. Ici, c'est vraiment une généralité on va dire, du cadre qu'on place autour de la fibromyalgie. Alors comment est-ce qu'on attrape, entre guillemets, la fibromyalgie? Comment est-ce que ça nous vient? Quelles sont les causes possibles? Alors on n'en sait rien en fait. On ne sait pas exactement, il n'y a pas quelque chose qui a été mis en évidence particulièrement, mais on a remarqué qu'il y avait des facteurs qui étaient les mêmes chez tous les patients. Tous les patients qui souffraient de la fibromyalgie avaient les mêmes facteurs. Ces facteurs-là, c'était le stress, un stress répété. Un stress, c'est tout ce qui demande au corps une adaptation. Donc ça peut être soumis à beaucoup de bruit, être soumis à des pollutions, soumis à de la nervosité, de l'anxiété, à un rythme de travail effréné, à de la fatigue, à un déménagement, à un deuil, à une séparation, à une relation amoureuse difficile, à un accouchement, les fausses couches, beaucoup de choses peuvent nous créer du stress. Et ce stress répété est un facteur qui est présent chez toutes les personnes qui ont la fibromyalgie. On a vu qu'il y a également toujours une dysbiose intestinale. Une dysbiose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans nos intestins, il y a des petits organismes qui permettent de digérer, d'absorber les nutriments et de rejeter les choses dans l'alimentation dont on n'a pas besoin. Il faut imaginer que c'est un petit peu, si on parle d'un mur, si on compare nos intestins, la muqueuse de nos intestins à un mur, on va dire que ce serait un enduit sur le mur. Cet enduit est très important, il est vivant. Et il se construit au fil de la vie. Quand on est, on n'a pas du tout de flore intestinale et elle se crée petit à petit. La flore intestinale a besoin de certains nutriments pour se créer et puis elle a besoin de certains nutriments pour vivre, pour s'alimenter parce qu'elle est vivante. On a remarqué donc que les personnes atteintes de fibromyalgie souvent avaient une dysbiose intestinale. Donc, c'est vrai qu'elles ont parfois des ballonnements, qu'elles ont le syndrome de l'intestin irritable, mais ce n'est pas la fibromyalgie qui cause les problèmes, les ballonnements, c'est souvent l'inverse en fait. C'est souvent au départ une mauvaise flore intestinale qui est un terrain favorable au développement de la fibromyalgie. Ah, pourquoi? Comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer tout à l'heure le rapport entre le cerveau et les intestins. Il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que c'est au niveau des intestins que le corps absorbe les vitamines, les minéraux, tout ce dont il a besoin. Donc, si la flore intestinale n'est pas à même d'absorber ces nutriments, on va être carencé. Donc, ça veut dire que ça peut aussi influencer le fait d'être carencé en vitamines, en minéraux. Ça peut influencer aussi le terrain qui est plus fertile à développer la maladie. On a remarqué aussi qu'une dysbiose intestinale, une mauvaise flore intestinale, au niveau des intestins, c'est là aussi qu'une partie de notre système immunitaire est gérée, on va dire. Donc ça veut dire que le corps réagit un petit peu dans une fibromyalgie, un peu comme si il était en maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'il fait une hyper-réaction, parce que normalement, son état normal de santé, c'est l'équilibre. Et là, il se déséquilibre tout seul à cause de cette dysbiose intestinale. Cette dysbiose intestinale peut créer un terrain acidifié. Acidifié, ça veut dire qu'il y a une notion qui est importante en naturopathie, qui est la notion de terrain acido-basique. Je ne veux pas aller en profondeur dans l'explication de ce que c'est. Il faut simplement comprendre en fait que
que certaines maladies, la plupart, les maladies, en fait, se développent en milieu acide, pardon. Et que quand on rétablit un milieu alcalin, les maladies ne peuvent, ou l'inflammation ne se développe plus. Donc le terrain acidifié, comment est-ce qu'il vient? Il vient souvent par une mauvaise alimentation, une alimentation qui est dénaturée, c'est-à-dire qui a été beaucoup travaillée de manière artificielle, industrielle, chimique. Le stress peut aussi créer un terrain acidifié. Il y a beaucoup d'autres facteurs également. Et puis, on a remarqué qu'il y a un biochoc. Le biochoc, c'est relié à la notion de décodage biologique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qui, en fait, c'est la source du problème. Le biochoc, c'est par exemple, pour vous donner un exemple, hier, j'ai rencontré une personne et au bout de quelques minutes, elle me dit qu'elle souffre de fibromyalgie. Je lui dis, c'est fou parce que justement, demain, je donne une conférence là-dessus. Et je lui explique la notion de décodage biologique et je lui dis que j'ai besoin d'en savoir plus sur elle, que je peux lui donner des conseils généraux, mais si je veux vraiment aller au fond de son problème à elle, je dois la connaître elle en profondeur. Et directement, elle me dit, mais en fait, je connais mon problème. J'ai perdu ma sœur jumelle qui avait 8 ans, elle est décédée d'un coup, donc déjà un deuil très profond parce que perdre un jumeau, c'est très difficile. Et le lendemain, ma mère m'a dit, tout ça, c'est de ta faute. Ça, c'est typique de la fibromyalgie. Vous allez le voir tout à l'heure, la culpabilité, c'est quelque chose de très fort. La relation mère-fille, quelque chose, c'est un facteur aussi qu'on reconnaît très souvent dans la fibromyalgie. Alors, c'est tout à fait une approche différente de ce que vous avez certainement entendu. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ce sont des facteurs qu'on a pu répertorier et qu'on a pu remarquer qui sont chez tous les patients fibromyalgiques. Il faut savoir que la fibromyalgie, c'est une maladie principalement féminine. Donc, on vient de le comprendre avec l'exemple que je viens de donner de cette patiente que j'ai rencontrée hier. On appelle les blessures de l'âme, c'est-à-dire les blessures qui surviennent dans la petite enfance, de 0 à 5 ans, on va dire. Les blessures de l'âme, c'est une théorie de Lise Bourbeau, une québécoise, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Elle parle de 5 blessures principales sur lesquelles tous nos schémas, en fait, tous nos comportements seraient basés. Une théorie très intéressante d'ailleurs, avec laquelle je travaille aussi. Ceux qui me connaissent bien le savent. Et donc, on a remarqué que chez des patients fibromyalgiques, il y avait 2 blessures principales qui revenaient. C'était la blessure d'abandon et la blessure d'humiliation. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur ces blessures de la petite enfance, que souvent, les personnes qui souffrent profondément d'une blessure d'abandon, elles vont avoir un physique particulier. On le voit, j'ai essayé d'illustrer. Ceux qui souffrent de la blessure d'humiliation, elles vont aussi avoir un physique particulier, qu'on les reconnaît plus facilement. Et elles portent un masque. Un masque, ça veut dire elles ont un certain comportement qui est dicté par notre ego. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est pas essayer d'identifier sa blessure, c'est de savoir en fait qu'il y a une autre approche. Il y a une autre approche à la maladie et que le corps exprime cette souffrance. Alors la blessure d'abandon, ça ne veut pas dire qu'on a été abandonné. Pas du tout. Plein de personnes ont leurs parents, mais à un moment donné, l'enfant, pour x, y raison, que nous étions, notre enfant qui est toujours à l'intérieur de nous, parce qu'on est comme des poupées russes, en fait, on a évolué, mais l'enfant est toujours à l'intérieur de nous. L'enfant que nous étions a souffert, à un moment donné, s'est cru abandonné. Et c'est quelque chose qui l'a marqué profondément. Mais ça peut durer peut-être 1 heure, ou ça peut être une vraie blessure d'abandon, c'est possible. Et la blessure d'humiliation qui apparaît un peu plus tard dans la vie, c'est peut-être aussi quelque chose d'assez anodin, on va dire. C'est peut-être pas une grande humiliation, ça peut être une grande humiliation, mais il va falloir aller mettre le doigt dessus pour pouvoir en fait commencer à guérir de la fibromyalgie.
Donc, en se basant sur ces faits-là, dont je viens de vous parler, on va remarquer qu'il y a une espèce de discours, presque toujours le même aussi chez les personnes fibromyalgiques. J'ai lu beaucoup de choses, je vous ai retiré quelques petits extraits de certains livres que j'ai lus. La grande phrase que disent les fibromyalgiques ou que pensent les fibromyalgiques, c'est « je ne vaux rien ». C'est-à-dire on se sent vraiment moins que rien. On a l'impression de ne servir à rien, on ne vaut rien. Parce que peut-être qu'on nous a répété « tu es moins belle que ta sœur », tu ne sais rien faire, tu ne sauras jamais faire ça, tu n'en seras pas capable. Les mots ont une puissance énorme. Et peut-être que vous qui êtes là aujourd'hui et qui souffrez peut-être de fibromyalgie, peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous vous dites, bah oui, en fait, ça c'est déjà moi, je me reconnais. On voit qu'on peut avoir vécu, en étant plus jeune, un événement, comme je disais tout à l'heure, par exemple en parlant de ma patiente d'hier, qui nous fait porter une grande culpabilité. Cette culpabilité d'enfant, peut-être qu'après on l'oublie, même peut-être parfois, mais elle reste dans nos comportements. On se sent tout le temps coupable. L'autre nous ment, on se dit que c'est de notre faute. On nous vole, on nous dit que c'est de notre faute, on se dit que c'est de notre faute. On a toujours l'impression d'être coupable de quelque chose. Ce sont des personnes qui ont l'impression aussi de ne pas recevoir d'amour de leur entourage. Ils n'ont plus envie d'avancer. Ils se coupent de leurs émotions, en fait. Ils ne ressentent plus la douceur de vivre, la douceur qu'on peut donner aux autres. Ils sont vraiment coupés. Et ça, en fait, ça crée une espèce de crispation dans le corps parce que le fibromyalgique le sait. Il a mal parce qu'il est crispé. Et quand il parvient à se détendre, parce que fibromyalgie, ça veut dire fibro, c'est vraiment dans les fibres, dans les tendons, myo dans les muscles, puis algie, c'est la douleur. On ne parvient plus à se détendre, à mettre de la douceur à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, cette maladie, ces douleurs qui viennent, c'est un petit peu comme une violence qu'on retourne contre soi. On a beaucoup de colère, on a de la colère par rapport. Et souvent, on n'en est pas conscient. On a l'impression qu'on n'est pas du tout en colère. Mais en travaillant dessus, sur les blessures, en travaillant, en posant certaines questions, on se rend compte en fait que la colère va sortir. Et cette colère, cette violence, comme on n'a pas envie, parce qu'on est des personnes très douces, on n'aime pas se mettre en colère, on va le retourner contre nous-mêmes. Une grande sévérité envers soi-même. Donc on va être très rigide envers soi-même à l'intérieur. Et donc, les personnes qui se sentent de trop, qui sentent qu'elles ne valent rien, ben, il y a quand même un enfant à l'intérieur de nous, comme je le disais, notre enfant intérieur, lui, il a envie d'attirer l'attention là-dessus. Vous, non. Lui, oui. Et au travers des douleurs, c'est ce qu'il exprime. Ça, c'était pour le chapitre, pour moi, qui est la base, en fait, de la compréhension de la fibromyalgie et de la manière dont on devrait appréhender la personne qui vient et qui nous explique ses symptômes. Voilà comment on devrait l'appréhender, je pense. Alors, pour ce qui est des solutions, parce que c'est beau de voir les symptômes, c'est beau de voir le chemin, mais comment fait-on un chemin? Quelles solutions avons-nous à notre portée? J'ai dit tout à l'heure, on a parlé de dysbiose intestinale. Il faut savoir que dans nos intestins, il se passe beaucoup de choses. On dit que notre intestin, c'est le deuxième cerveau. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que à l'intérieur de nos intestins, le système nerveux le traverse, il y a des neurones, comme il y a dans notre cerveau. Des neurones, ce sont des cellules qui font des connexions les unes avec les autres et qui transmettent une information. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on imagine, c'est comme ça, voilà. Donc, ces connexions nerveuses sont également dans nos intestins. Il y a une communication qui se fait entre l'intestin et le cerveau via ce qu'on appelle le nerf vague, une communication qui est très importante. Donc, c'est très important, je vous parlais tout à l'heure de la dysbiose intestinale, je vous parlais de la flore intestinale, qu'on appelle aussi le microbiote. C'est important que cette flore intestinale soit efficace.
qu'elle soit en pleine santé pour pouvoir justement communiquer de manière optimale avec notre cerveau. Parce que le cerveau, il régule une partie de nos comportements, et nos comportements, c'est pas toujours voulu. Hein. Je veux dire, si notre cœur bat à un certain rythme, c'est aussi un influx qui est donné par notre cerveau, donc il régule un peu tout, mais il n'est pas tout seul. Il est peut-être le chef d'orchestre, mais il n'est pas tout seul. Donc, on ne peut pas déconnecter le mental du physique. Ça, c'est très important aussi en naturopathie de voir la personne dans sa globalité, de manière holistique. Pour avoir une flore intestinale en bonne santé, en admettant qu'on se rend compte qu'on a une dysbiose intestinale, le plus souvent c'est le cas, on va commencer par utiliser la nutrithérapie. Donc, la nutrition, Hippocrate écrivait que ton aliment soit ton premier médicament. C'est dans l'alimentation, c'est grâce à l'alimentation, en premier, qu'on peut régler beaucoup de maladies ou de problèmes. Je l'ai encore vu la semaine dernière avec une personne qui était avec moi, qui souffrait de sel très liquide. Bah, ce n'est pas nécessaire d'aller prendre un médicament pour réguler ça. Avec l'alimentation, on peut le réguler très facilement. Et on le voit dans la nature. Un chien qui a une patte cassée, il va se faire un jeûne, par exemple. Il va manger de manière beaucoup plus légère. Donc, il y a des réflexes que nous, on a oubliés parce que notre instinct, on l'a un peu mis de côté. Il y a des choses qu'on peut mettre en place souvent avec l'aide d'un thérapeute spécialisé, soit naturopathe, soit un nutritionniste, pour justement utiliser la nourriture comme médicament, on va dire, comme alicament, comme aliment qui soigne. Il existe le régime signalé, il existe le régime hypotoxique, donc qui sont des aliments qu'on va choisir principalement pour leur effet de rétablissement de la flore intestinale. Par exemple, en enlevant le gluten, en enlevant les produits laitiers, etc., qui sont des substances qui sont pro-inflammatoires, qui ont tendance à créer de l'inflammation. On ne va pas s'en créer alors qu'on essaie de la diminuer. On l'a compris tout à l'heure quand je parlais de dysbiose intestinale que les probiotiques sont très importants puisque c'est eux qui favorisent la flore intestinale. En somme, il faut des probiotiques, mais il faut des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est la nourriture des probiotiques. J'ai illustré quelques exemples de probiotiques. Et chaque fois, je vous ai mis aussi un livre que je trouve qui est intéressant par rapport au régime hypotoxique ou par rapport à comment on peut vaincre ces douleurs et l'inflammation chronique par l'alimentation. Alors, pour de nouveau diminuer l'inflammation dans le corps, rétablir une bonne flore intestinale, pour que les connexions nerveuses se fassent de manière fluide dans le corps, les oméga-3 sont très importants. Les oméga-3, principalement, on les trouve dans les oléagineux, dans les noix, dans les avocats, dans les poissons gras comme le saumon, dans les huiles vierges de première pression à froid comme l'huile d'olive, par exemple. Vous avez vu dans les aliments, on a vu beaucoup de fruits et légumes, notamment les choux, on a vu les bananes, on a vu les fruits secs, on a vu les pommes, on a vu le poisson, on a vu les huiles, on a vu les avocats. Ce sont des aliments qui devraient figurer à votre menu journalier, qu'on soit fibromyalgique ou qu'on ne le soit pas. Alors, parfois, je rencontre des thérapeutes qui me disent non, mais moi, je prône l'alimentation, je suis contre les compléments alimentaires. Moi aussi. À la base, moi aussi, je me dis que ton aliment soit ton premier médicament. D'accord. Il faut savoir que, par exemple, tout à l'heure, vous voyez des pommes, il faut savoir qu'une pomme d'aujourd'hui contient 50 fois moins de vitamine C qu'une pomme d'il y a 50 ans. Ça veut dire que pour avoir le même taux de vitamine C aujourd'hui qu'il y a 50 ans, il faudrait manger 50 pommes. Je me vois mal manger 50 pommes. Et pourtant, mon taux de vitamine C, mes besoins en vitamine C se sont accrus parce que le stress est grand consommateur de vitamine C. Par exemple, pour aller juste l'exemple de la vitamine C. Donc, je suis tout à fait d'accord que la première source de nutriments, de probiotiques, d'oméga 3, c'est d'abord dans l'alimentation, mais
Il faut garder à l'esprit qu'on vit dans un monde qui est artificiel, en fait. On mange beaucoup de choses qui ont été transformées, enrichies, si je peux dire le mot enrichi, je dirais plutôt appauvries, avec des antibiotiques, avec des pesticides, avec des engrais. Donc, les aliments sont beaucoup moins nourrissants qu'avant. Donc pour moi, aujourd'hui, en 2020, je ne vois pas la possibilité de manger correctement sans se complémenter. C'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Ça dépend des régions dans lesquelles on vit, mais c'est très compliqué. Pendant des années, tu as vu le message? Pendant des années, j'ai conseillé à mes patients la spiruline, parce que la spiruline, c'est un aliment fantastique. C'est un aliment, la spiruline. On peut en faire des pizzas, on peut les mettre dans les smoothies. C'est un aliment, c'est une algue d'eau douce, donc, qui convient même aux personnes qui ne peuvent pas consommer d'iode. Ce n'est pas une algue de mer. C'est une algue qui est complète, qui contient tous les acides aminés essentiels nécessaires à la vie, toutes les protéines, toutes les vitamines, tous les minéraux, sauf la vitamine C, justement. Donc, la spiruline, elle est vraiment très, très, très importante. En plus, elle a un effet détoxifiant très important. Pour moi, c'est vraiment un complément de choix dans une alimentation variée, une alimentation saine, variée, fraîche, le plus bio possible, la plus vivante possible et la plus consciente possible. Mais on le sait que malgré tous nos efforts, l'industrie nous fait manger des choses qu'on n'a pas envie de manger. Et donc la spiruline nous permet de garder un équilibre, nous permet de nous garder en forme. La spiruline, elle agit comme un pro et comme un prébiotique. Donc parfois, quand des personnes souffrent de dysbiose intestinale, je recommande un probiotique, comme par exemple l'Activian, par exemple, qui sont plusieurs souches de probiotiques. Il faut savoir que la spiruline, elle agit aussi comme un probiotique. Et en parlant de la spiruline, ça m'amène à parler de la phycocyanine. La phycocyanine qui, pour moi, fait partie de ma vie maintenant depuis 2 ans. J'ai découvert il y a 2 ans, pendant mes études de naturopathie, on ne me l'avait pas appris. Parce que la phycocyanine, comme j'ai mis sur la petite photo, phyco signifie algue, cyan le bleu. Donc la phycocyanine, c'est un pigment bleu qui est contenu dans la spiruline, justement, en moindre quantité. Donc quand on prend la spiruline complète, on absorbe de la phycocyanine, mais on n'en consomme pas beaucoup. Et il n'est pas toujours très facilement absorbé par les intestins non plus, parce que la spiruline est très riche, comme je le disais tout à l'heure, en nutriments, en protéines, par exemple. Donc, il faut d'abord que les intestins parviennent à dégager toutes les protéines afin d'aller extraire la phycocyanine. C'est pas facile pour le corps. Donc, il en consomme un petit peu, mais pas beaucoup. On a remarqué, en fait, qu'en extrayant la phycocyanine de la spiruline, en enlevant l'enveloppe de protéines, et en l'isolant, en la mettant toute seule et en la rendant liquide, c'est-à-dire liquide, du coup, elle est biodisponible, elle est très, très bien absorbée par le corps, puisqu'elle a une structure très proche de l'hémoglobine humaine. Elle est 7000 fois plus puissante que la spiruline. Quand j'ai fait cette découverte-là, et que j'ai commencé à l'intégrer à ma vie, personnellement, celle de mes enfants, celle de ma mère, celle de mon entourage, et puis que j'ai commencé à l'intégrer dans mes protocoles naturopathiques, je me suis rendu compte que la phycocyanine n'avait quasiment pas de limite, qu'elle rétablissait en fait cette homéostasie, cet état naturel de santé du corps. Et j'ai compris comment elle fonctionnait. Elle fonctionne de manière simple en fait, mais très puissante. Et je me suis dit, Nathalie, tu dois le faire connaître, tu dois le faire savoir. Ton rôle, c'est aussi d'enseigner. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de la faire connaître. J'ai décidé vraiment de m'impliquer parce que un chien en prend, en bonne santé. C'est pour ça aussi que, je veux dire, des produits naturels, j'en connais énormément. Je travaille beaucoup avec l'aromathérapie, je travaille beaucoup avec l'homéopathie, mais un produit naturel qui soit aussi faciles à prendre, qui ne nuisent pas, parce qu'on peut en donner aux enfants, on peut donner aux personnes âgées, on peut donner aux animaux, et qui travaillent de manière aussi rapide et aussi efficace, je n'en avais jamais rencontré. Et donc, c'est mon devoir aujourd'hui, c'est ma mission de la faire connaître.
La phycocyanine, je reviendrai un peu plus tard dessus parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. Mais je voulais vous donner quelques autres réponses naturopathiques par rapport à la fibromyalgie. Parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres et pour moi, en fait, elles sont complémentaires. Donc, je ne vais pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, qu'on va en faire qu'une, par exemple, et on va faire ça et hop, ça va partir. Non, je pense que la personne, il faut l'avoir dans sa globalité. L'homéopathie, certaines personnes n'y croient pas. Certaines personnes disent non, c'est du sucre, ça ne sert à rien, c'est l'effet placebo. Il faut savoir déjà que par rapport à l'effet placebo, l'homéopathie est utilisée beaucoup en médecine vétérinaire. Et là, l'animal ne sait pas, il prend des granules. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, ça, pour moi, c'est une indication que l'homéopathie fonctionne, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Après, il y a toujours l'effet nocebo. Comme il y a l'effet placebo, c'est-à-dire je crois que ça va fonctionner, ça fonctionne. Il y a l'effet nocebo aussi. L'esprit est très fort. Hein. Quand je crois que ça ne va pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. C'est important d'avoir confiance dans son protocole, confiance dans son thérapeute, confiance dans son médecin, confiance dans la médecine, confiance en soi-même et en son propre corps, dans ses capacités de guérison. C'est le premier pas vers la guérison. Donc l'homéopathie, c'est pour moi une médecine très puissante, très douce, très très douce, puisqu'il n'y a pas d'effet secondaire. Quand on regarde, on a un répertoire, en fait, on utilise un répertoire. Quand on regarde la fibromyalgie, on se rend compte qu'il y a 55 remèdes qui ont pu aider des symptômes de la fibromyalgie. C'est très compliqué. C'est très compliqué de recommander un remède homéopathique parce que sur base de quoi? Sur base de quoi est-ce qu'on le fait? Alors l'homéopathie, ça se recommande. Les médecins peuvent le prescrire. Moi, je ne peux pas prescrire, je peux recommander, je ne peux pas prescrire. Sur base d'une symptomologie. D'après les symptômes qu'on a, d'après notre mode réactionnel, d'après notre constitution, après les événements qu'on a pu vivre dans notre vie aussi, on sait que certains remèdes sont indiqués. Donc, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui, vous allez prendre ce remède homéopathique-là et vous allez aller mieux. C'est impossible. Par contre, en consultation, en faisant une anamnèse, c'est-à-dire une étude approfondie de votre cas personnel, je vais pouvoir dégager, ou un homéopathe pourra dégager les remèdes qui vont vous aider. Pour ceux qui voudraient quand même avoir un protocole général, il y a un mélange en fait de remèdes homéopathiques, si vous voulez, je peux vous le transmettre tout à l'heure, qui travaillent sur certaines choses. Et quand on connaît bien les remèdes, on les voit, il y a certains remèdes en fait qu'on reconnaît pour certaines de leurs qualités. Ignacia Amara, par exemple, c'est un remède de suite de chagrin. Donc des maladies, des pathologies qui surviennent après un chagrin prolongé, après un deuil, après la perte d'un être cher, après une séparation, des choses comme ça. Certaines personnes qui sont là ce soir et qui travaillent avec moi, peut-être l'ont déjà pris, je l'aurais peut-être déjà recommandé. Par exemple, on voit que ce mélange, en fait, vient cibler plusieurs causes de la fibromyalgie et va travailler en profondeur de manière, comme j'ai dit tout à l'heure, énergétique pour lever cette empreinte énergétique que le biochoc a pu laisser. Alors, il y a des homéopathes, il y a des médecins homéopathes qui sont unicistes, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a qu'un remède qui convient à la personne toute sa vie pour toutes les maladies. Il y a deux écoles différentes. Il y a des écoles qui sont pluricistes, donc ils pensent qu'il y a plusieurs remèdes qui peuvent aider différents symptômes. Il y a des gens qui sont unicistes, qui vont penser qu'il n'y a qu'un remède. Ça dépend de votre thérapeute et ça dépend de votre médecin. Les deux écoles sont bonnes. À côté de l'homéopathie, que j'utilise beaucoup, il y a l'aromathérapie. L'aromathérapie, donc les huiles essentielles, vous en avez certainement déjà entendu parler, sont obtenues par distillation de la plante. Donc, on fait bouillir la plante dans de l'eau et puis on refroidit très rapidement cette eau, ça précipite et ça veut dire qu'une partie de ce liquide qui s'était évaporé, une partie de l'huile va retomber d'un côté et l'eau va retomber de l'autre côté. L'eau, c'est ce qu'on appelle l'hydrolat et l'huile, c'est l'huile essentielle. Donc, elle contient vraiment le principe actif de la plante au complet. Donc, c'est beaucoup plus puissant de prendre, par exemple, de la camomille en huile essentielle qu'une infusion de camomille. Ça n'a rien à voir.
L'aromathérapie, elle est utilisée de plusieurs manières. Elle peut être utilisée par voie olfactive. Donc, on peut simplement la respirer. Et donc, elle va toucher le nerf olfactif dans le nez et elle va directement envoyer un influx à notre cerveau limbique, le cerveau des émotions, le cerveau réflexe, pour déclencher toute une série de choses, le calme, la détente, par exemple. On peut aussi l'appliquer sur la peau, toujours ou presque toujours diluée, parce qu'elles sont très puissantes et certaines sont dermocaustiques, donc elles peuvent brûler la peau, surtout par exemple la cannelle, par exemple. Donc, on peut l'appliquer sur la peau. Il faut savoir que tout ce qu'on applique sur la peau, 20 minutes plus tard, va passer dans notre sang. Donc, le principe actif de l'huile essentielle, donc c'est chimique dans le sens, c'est pas chimique dans le sens où c'est artificiel, c'est chimique dans le sens où il se passe des réactions chimiques dans le corps, des liaisons chimiques. Une huile essentielle est composée de nombreux composants volatiles chimiques qui font des réactions dans le corps. Les 5 huiles essentielles que j'utilise dans mes protocoles contre la fibromyalgie sont celles du dessus, c'est la Gualtieri couchée, qui a un effet antalgique, qui soulage les douleurs, un effet anti-inflammatoire. L'immortelle, qu'on appelle aussi l'hélicryse, que les Corses connaissent bien, c'est une plante endémique de Corse, qui a aussi un effet profond, effet anti-inflammatoire, anti-hématome, aussi anti-douleur. Il faut savoir aussi que les huiles essentielles, elles ont aussi un effet psycho-énergétique. Donc, c'est un côté qui est moins connu de l'aromathérapie, mais que personnellement, je pratique beaucoup. Ça veut dire que certaines huiles essentielles, en fait, peuvent travailler sur nos émotions. L'immortelle, par exemple, a la capacité de venir enlever des mémoires de traumatismes dans la petite enfance. Ça peut aller jusqu'à des traumatismes très profonds comme des abus sexuels, des choses comme ça. Donc, on se souvient de notre blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation n'est pas systématiquement ou presque jamais liée à des abus sexuels, mais je parle du cas le plus grave, on va dire. Mais même pour une blessure d'humiliation, je ne sais pas moi, on a fait pipi dans sa culotte et tout le monde a fait ah ah, ça nous a marqué profondément. Et du coup, on s'est créé une espèce de carapace. L'immortel peut travailler dessus simplement en la respirant. Ça, c'est vraiment un côté de l'immortel qui est étonnant parce qu'à la fois, elle va travailler sur la peau, elle va travailler à travers les muscles, elle va soulager les muscles, elle va soulager les articulations douloureuses et en même temps, elle va avoir un effet sur nos émotions. Alors à côté, on voit le petit grain bigarade, qui est une huile essentielle principalement, qui aussi soulage des douleurs, qui permet de se détendre, une grande détente, comme la mandarine que j'ai mis en place aussi, une profonde détente, et qui en plus a un effet très positivement sur le moral, sur la dépression, sur l'anxiété, sur l'humeur, comme la mandarine aussi d'ailleurs. Et puis en dessous, vous avez la verveine. La verveine qui est un des plus grands antidépresseurs naturels, très important, qui va aussi apporter un sentiment de grande détente, de bien-être. Donc ces 5 huiles essentielles-là, utilisées de manière différente, on peut utiliser par exemple le bigarade en olfaction, en diffusion dans un diffuseur, on peut utiliser la Gualtieri diluée pour se masser les endroits douloureux, on va pouvoir utiliser l'immortelle aussi sur la peau, mais avec son effet psycho-énergétique. La verveine, on va simplement la respirer, souvent parce qu'elle coûte très cher, et on ne la diffuse pas vraiment. Donc simplement, on va la mettre soit sur un petit bijou d'aromathérapie pour pouvoir la respirer toute la journée, soit on va mettre une petite goutte sur un mouchoir et la respirer souvent, par exemple. Ça, c'est la réponse. Pour moi, une des réponses aromathérapies. Il y en a d'autres. Hein. Ce n'est pas une liste totalement pas exhaustive, mais il y en a d'autres, mais c'est mes 5 préférés. Alors, il y a une plante qui est très intéressante aussi, qui s'appelle Hypericum perforatum, c'est le millepertuis. C'est une plante antidépressive, c'est une plante aussi relaxante. C'est l'arnica des nerfs, on va dire. On appelle ça l'arnica des nerfs. C'est-à-dire qu'elle soigne les traumatismes, mais c'est les traumatismes plutôt émotionnels. Alors, il faut faire attention avec le millepertuis. Il y a beaucoup de contre-indications quand on prend le millepertuis sous sa forme
sous forme de gélule ou sous forme de teinture mère, comme vous le voyez là à gauche, ça c'est la teinture mère, donc c'est la plante qui a trempé dans l'alcool. Il y a beaucoup de contre-indications avec des antidépresseurs, avec d'autres médicaments. C'est vraiment, c'est pas de l'automédication. Hein, je vous donne vraiment un titre informatif, mais il ne faut pas le prendre en automédication. Il faut vraiment avoir un conseil d'un thérapeute. Par contre, en homéopathie, sa formule que vous voyez à droite, elle n'a pas de contre-indication. Et elle fonctionne très bien aussi. Elle va avoir cet effet de détente, elle va avoir cet effet de venir soulager cette tension en fait nerveuse qui fait qu'on a mal. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai parlé du... Ça, c'était vraiment pour la partie physique. C'était important pour moi de vous donner quelques solutions quand même sur la partie physique. Vous l'avez vu tout à l'heure, on ne peut pas dissocier l'esprit du corps. On peut travailler sur les blessures de l'âme, hein, appelons ça comme on veut, ou ces blessures émotionnelles. C'est indispensable. Indispensable. Et vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous allez avoir besoin d'aide pour ça. Il faut vous tourner vers un hypnothérapeute qui pratique par exemple l'hypnose spirituelle, énergétique, la méditation en pleine conscience, les visualisations, l'EFT, qui est une méthode, ça s'appelle en anglais Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, que certains d'entre vous connaissent aussi, ont déjà pratiqué avec moi, qui est une méthode où on tapote des petits points d'acupuncture en répétant certaines phrases. Pour pouvoir gérer ses émotions, c'est aussi très important. C'est important de ne pas se sentir tendu, colère, d'avoir toutes ces émotions, parce que ces émotions créent en nous des influx, on l'a vu, qui vont vers le cerveau. Le cerveau produit certaines substances, certains neurotransmetteurs qui font qu'on est tendu. Plus on est tendu, plus on a mal. Les massages sont très importants. Le massage du ventre, on l'a vu tout à l'heure, le ventre, c'est notre deuxième cerveau, c'est très important. Les massages du corps. Les massages du corps sont toutes les techniques de détente, toutes les techniques de bien-être, surtout si vous avez la chance de trouver un ou une massothérapeute énergétique qui vont pouvoir travailler aussi avec les huiles essentielles, par exemple. Très important. Après, il y a le yoga nidra. Le yoga nidra, on a l'impression qu'on ne fait rien, qu'on est couché et qu'on dort, mais en fait, ce sont des techniques de respiration, de visualisation qui sont très puissantes en cas de fibromyalgie. Il y a des techniques respiratoires. Respirer, c'est la base de la vie. C'est ce qui nous permet d'oxygéner nos tissus. C'est très important pour l'élimination de l'inflammation, que nos tissus soient bien oxygénés. On a l'impression que respirer, c'est un acte tout à fait normal, anodin et spontané, mais on peut aussi apprendre à respirer d'une autre manière, par le ventre. Une respiration profonde, ça permet de prendre le contrôle sur son corps. Quand on prend le contrôle sur son corps, on peut prendre le contrôle sur ses douleurs, sur ses émotions. Et vous l'avez compris, c'est très important à un moment donné de pouvoir les reconnaître, ces émotions, et de pouvoir les apaiser. Peut-être que le mot contrôle, c'est pas le bon mot, c'est plutôt les apaiser. Alors, aucun naturopathe ne va faire un protocole sans insister sur l'importance de l'eau. Notre corps est composé à 70% d'eau. L'eau est nécessaire à la vie. Tous les échanges à l'intérieur de notre corps se font via l'eau. On a besoin de l'eau pour penser, on a besoin de l'eau pour créer de l'urine, pour créer du sang. Tout nécessite de l'eau. Et l'eau, ça ne veut pas dire la soupe, ou le café, ou le thé, ou le coca. Ça veut dire de l'eau. De l'eau et pas n'importe laquelle. L'eau du robinet, certaines études disent qu'elle est très bonne. Ben, ça dépend de vos canalisations. Peut-être que si vous vivez dans un endroit où les canalisations sont vieilles et rouillées, vous allez avoir de l'eau qui contient ou des bactéries ou qui est très chargée en métaux lourds. C'est important de bien filtrer son eau. L'eau en plastique, ben, parfois, ça fait 1 an qu'elle est dans la bouteille, qu'elle est en contact avec ce plastique. Le plastique, même si c'est à des quantités minimes et infimes, il vient quand même dans notre corps, il vient quand même polluer notre corps. C'est une substance chimique qui vient polluer notre corps et qui crée en nous
toutes ces perturbations, on appelle ça des perturbateurs endocriniens. On n'a jamais vu autant de femmes avec des problèmes de thyroïde, de problèmes de stérilité, de problèmes de cancer, de problèmes de maladies neurodégénératives, qui sont dus en grande partie aux perturbateurs endocriniens. Très important d'utiliser une eau filtrée, mais qui soit malgré tout riche en minéraux, pas une eau qui soit filtrée de tout, qui soit malgré tout riche en minéraux, qui soit ionisée et dont le pH soit basique. Parce que certaines carafes, comme celle que moi je conseille, elle va créer une eau basique. Ça veut dire une eau qui a un pH 9. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais d'acidification des tissus et d'équilibre acido-basique. Boire une eau basique, c'est déjà aider son corps à rétablir l'équilibre acido-basique. Pour en revenir à la phycocyanine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la phycocyanine fait partie de ma vie et de quasiment tous mes protocoles homéopathiques. Je me suis beaucoup intéressée à la phycocyanine, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y avait sur Internet, et notamment sur des sites comme PubMed, par exemple, ou ResearchGate, il y a 3000 études qui sont scientifiques qui sont publiées par rapport à la phycocyanine, par rapport à toutes sortes de choses différentes, mais notamment par rapport à son effet antidouleur et anti-inflammatoire. Donc la phycocyanine, elle a tout à fait sa place dans un protocole pour la fibromyalgie. Alors, comment elle fonctionne, la fameuse phycocyanine? Il y a une explication scientifique. Dans ces études, il y en a beaucoup, on a l'explication scientifique. On a par exemple, je vous en ai mis quelques exemples, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien comprendre l'explication scientifique. On a remarqué que la phycocyanine va stimuler ou va venir agir comme une substance qui est dans notre corps, en fait, qui s'appelle le SOD, superoxyde dismutase. Le corps le produit lui-même, hein, le sang. On a remarqué en fait que 9,5 mg de phycocyanine, c'est pas beaucoup, ça a une activité 70 fois plus puissante que celle du SOD normal. Donc ça veut dire, ce SOD, à quoi il sert? Il sert comme antioxydant, il sert comme anti-vieillissement cellulaire. Il va venir agir, par exemple, au niveau du renouvellement cellulaire, qui est très important aussi si on veut reproduire de nouvelles cellules et éliminer celles qui nous font mal, on va dire, celles qui ne fonctionnent pas bien. Elle va avoir une action régulatrice sur ce qu'on appelle les IG du corps, qui interviennent notamment au niveau du système immunitaire et des allergies. Elle va avoir une action de stimulation de la production des cellules souches au niveau de la moelle épinière. Donc les cellules souches, ce sont les cellules primaires, les premières, celles qui vont se transformer sous l'action de l'EPO, l'érythropoïétine. Sous l'action de cette hormone, les cellules souches vont se différencier, elles vont devenir d'autres cellules. Cellules globules blancs, par exemple, pour notre système immunitaire, globules rouges pour le transport de l'oxygène dans le sang, cellules de foie, cellules de peau, etc. Donc ça veut dire qu'en cas de blessure, par exemple, on va se réparer plus facilement. En cas d'inflammation, on va pouvoir l'éliminer plus facilement. La phycocyanine a une action chélatrice. Chélatrice, ça veut dire qu'elle capte les métaux lourds qui engorgent les cellules, en fait, qui sont responsables de la plupart de nos inflammations. Elle va les expulser hors du corps. C'est l'effet de détox, c'est ce qu'on appelle l'effet de détox. Elle a une action anti-inflammatoire. Là, les termes sont un peu barbares, on va dire, mais souvenez-vous des mots prostaglandine, cyclooxygénase. Ce sont des substances qui sont produites par notre corps et qui régulent ou qui provoquent en fait l'action anti-inflammatoire. C'est le seul composé naturel capable d'empêcher la formation de leucotriène B4, qui est responsable de l'inflammation et de la douleur. Ça veut dire que le seuil de douleur va être abaissé. Ça veut dire qu'on a moins de douleur, l'inflammation disparaît. Ce côté auto-immun, ce côté d'attaque sur son propre système immunitaire va aussi se réguler. Et enfin,
la phycocyanine a une action sur la production et la régulation des neurotransmetteurs. On en a parlé tout à l'heure, les neurotransmetteurs, ces substances qui sont produites sous l'action de notre cerveau et de notre système nerveux, en cas de stress, en cas de nervosité. Cette action sur la production et la régulation des neurotransmetteurs, ça veut dire qu'on va se sentir plus serein, plus calme, plus détendu. Et on le sait, en cas de fibromyalgie, on a besoin de cette détente dans le corps pour éviter les douleurs, pour éviter que l'intestin ne soit déréglé, pour éviter l'acidification des tissus. Ça, c'est l'explication, ou en tout cas dans les grandes lignes scientifiques. Je vous invite d'ailleurs à vous informer, à regarder sur Internet par rapport à ce que je vous ai donné ici comme information. Vous allez voir comment ça fonctionne si vraiment ça vous intéresse de comprendre. Par rapport à la phycocyanine et par rapport à tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est important d'être conseillé et suivi. Je pense que il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi. Vous êtes un cas unique, avec une histoire unique. Vous avez besoin d'être suivi. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas là ici par hasard ce soir. Quelqu'un vous y a invité. Cette personne, c'est votre personne de référence. Une personne qui est souvent en contact avec moi directement et qui peut me demander des conseils à moi, à d'autres thérapeutes. Je ne suis pas la seule à promouvoir la phycocyanine. On est nombreux, on est de nombreux thérapeutes et on est de plus en plus nombreux d'ailleurs, et tant mieux. Donc, n'hésitez pas à aller demander conseil si ça tout ce que je vous ai dit vous a parlé, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'être conseillé, suivi, accompagné, n'hésitez surtout. Tout ça, c'était la théorie. Voilà, tout ça, c'était la théorie de la fibromyalgie. Je vous ai donné un peu ma pratique, je vous ai donné un peu quelques exemples. Mais ce qui est intéressant pour moi de savoir, c'est de vous entendre, en fait, d'entendre vos témoignages, d'entendre ce que vous avez à dire ce soir. Et je sais que Noémie avait prévu de témoigner. Je ne sais pas si tu es là, Noémie, si tu as envie de parler. Et je sais qu'Elisabeth, probablement aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, certainement dire un petit mot. Et après, n'hésitez pas, comme Lorena a dit, si vous voulez poser une question, faire un témoignage, parler, vous allez de manière électronique dans le chat, vous levez la main, Lorena activera votre micro et puis la parole sera à vous. Et après ça, je ferai une petite conclusion. Voilà. Je vais laisser si vous voulez, je peux laisser la conclusion ou on y reviendra après, comme vous voulez. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, merci. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura servi, que ça vous aura parlé. Et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous avez envie de me poser. Voilà, la parole est à vous. Merci Nathalie pour toutes ces informations. Ouais, faudrait enlever le partage d'écran. Alors, est-ce que Noémie, tu es avec nous? Oui, je suis là. Parfait. Et on me voit pas, mais je suis là. Oui, c'est en noir. Bon, c'est pas grave. Bah écoute, je te laisse nous partager ton témoignage. Ouais. Donc, moi, ça fait bientôt 4 mois là que j'ai découvert la phycocyanine. Mais quand j'ai découvert la phycocyanine, j'étais en pleine crise de fibromyalgie. Moi, j'ai 27 ans. Donc là, quand j'ai découvert, j'étais en pleine crise. J'étais en déambulateur parce que j'étais tombée à plusieurs reprises. Voilà. Et j'ai une copine qui m'a donné une bouteille de phycocyanine et qui m'a dit prends ça, tu vas voir, ça va te faire du bien. Bon. Donc moi j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé l'hypnose, j'ai fait de la mémoire cellulaire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis suivie au centre antidouleur aussi de ma région. Donc, quand j'ai eu plusieurs fois des hospitalisations avec des seringues de kétamine. Donc, la kétamine, c'est
C'est dans la même famille que les morphiniques. Mais sur moi, j'ai pas eu trop d'effets bénéfiques. À part me shooter, ça passait très vite. Enfin, ça me soulageait, on va dire, mais au bout d'un mois, les douleurs étaient revenues. Donc, on m'a donné un produit. Je me suis dit bon, bah, je vais essayer. Hein, de toute façon, j'essaye tout, donc j'ai essayé ce produit. Et au bout de 15 jours déjà, alors déjà la première semaine, j'avais un effet un peu détoxifiant, on va dire. J'allais beaucoup aux toilettes. Mais au niveau des douleurs, ça ne changeait rien. Hein. Et au bout de 2 semaines déjà, je dormais mieux. J'avais moins de stress dans la journée parce que je faisais beaucoup de crises d'angoisse avant de prendre de la phycocyanine. Ensuite, là, ça va faire 4 mois que j'en prends et j'ai pu arrêter 8 médicaments que je prenais, donc des antihistaminiques que je prenais quotidiennement parce que j'étais tout le temps angoissée. Ensuite, je prenais du Theralène pour dormir parce que je dormais pas, j'étais insomniaque. Et même avec le Theralène, je dormais pas. Des fois, pendant 48 heures, je dormais pas, donc c'était très, très épuisant, autant physiquement que moralement. Et je prenais aussi des antihistaminiques parce que j'avais la peau qui me démangeait, mais je suis allée voir un allergologue, il m'a dit que j'avais aucune allergie. Donc, sauf que j'avais quand même des démangeaisons sur tout le corps. Donc, je prenais du Bilasca pour les allergies, ce qui me soulageait quand même, hein, mais bon, c'était pas un produit naturel. Donc, j'ai pu arrêter tout ça. Donc, plus de Theralène, plus de produits pour dormir, plus d'antihistaminiques, plus de produits pour se détendre. Et au jour d'aujourd'hui, je me sens 1000 fois mieux qu'il y a 4 mois, quand j'étais bourrée de médicaments et que je tombais par terre. Et maintenant, je tiens bien debout. C'est un peu fou, hein, mais voilà. La phycocyanine, ça m'a redonné de l'énergie, je fais moins de cauchemars. Franchement, ça a été bénéfique sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Après, moi, je continue. Et au niveau des douleurs, alors j'ai toujours des douleurs, hein, c'est pas une guérison complète, hein, mais mes douleurs sont beaucoup, 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 beaucoup moins fortes que quand j'ai commencé. Après moi, j'ai aussi des suivis à côté, hein, j'ai kiné 2 fois par semaine depuis 5 ans. Enfin, j'ai plein de choses, j'ai pas que la phycocyanine, hein, mais j'ai fait aussi de la cryothérapie, enfin voilà. Mais en attendant, pour résumer quand même, ça a été un petit peu le pas produit miracle, mais presque quoi. Enfin, donc pour moi, c'était important de témoigner, de partager avec des personnes qui ont la même pathologie que moi. Si je peux aider des gens, si je peux, enfin voilà. Moi, j'ai essayé sans trop de conviction et au final, au jour d'aujourd'hui, pour rien au monde, je regrette qu'on m'ait poussé un peu à essayer, quoi, parce que je me sens beaucoup mieux. Donc,
c'est super. Donc voilà. Ouais, c'est très important en fait, et merci beaucoup de faire ce témoignage, parce que c'est pas évident hein, de venir comme ça, s'exposer. C'est important parce qu'il y a quelque chose qu'il faut, ce dont il faut se c'est qu'on est tous uniques, on a tous chacun son histoire, comme je dis tout à l'heure, chacun son corps est différent, le mode réactionnel est différent, mais d'un autre côté, on a tous exactement la même biologie aussi. Ce qui fonctionne sur un peut fonctionner sur l'autre. Ça veut dire que nécessairement ça va fonctionner, mais en tout cas, ça peut. Si ça a fonctionné sur quelqu'un, fatalement, ça va fonctionner sur nous. Ça peut fonctionner sur nous aussi. C'est important, en fait, votre témoignage. Et je vous invite chacun autour en parler autour de vous. Si vous avez des améliorations avec ceci ou avec ça, en parler autour de vous. Informer les gens, en fait, de méthodes, choses que vous avez pu faire parce que ça peut aider les autres. Merci beaucoup, Noémie. Merci. Bah, de rien, moi. De toute façon, au bout d'un mois, en fait, j'avais déjà vu quand même une grosse différence. Donc, j'ai commencé à en parler autour de moi et puis même des personnes qui n'avaient pas la fibromyalgie, mais d'autres problèmes et ils en ont pris aussi. Et alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire à 100% ça va marcher pour toi. Mais si on n'essaye pas, eh ben, on le saura encore moins. C'est vrai. C'est bien résumé. Bravo. Bravo. Bah, en fait, j'ai essayé tellement de choses et finalement, j'avais un peu perdu espoir, quoi. Je me dis, mais je vais jamais me sentir mieux. Et puis, bah là, quelqu'un qui m'a tendu la main, qui m'a donné le produit, et enfin voilà. Et j'ai juste envie de dire à toutes celles qui souffrent, bah, essayez même un mois, mais vous verrez, si ça marche pas, bah tant pis, mais j'ai même pas. Enfin, je suis sûre que c'est impossible que ça marche pas en fait. Enfin, je sais pas, ça me semble bizarre parce que ça marche sur tellement de gens que je Même me ça peut. dis Alors, j'ai parlé de l'effet nocebo. C'est possible. Hein. C'est possible. Parce que le corps est tellement parfois en souffrance morale qu'il n'a pas ouais, envie. après, je pense que le psychologique, ça joue aussi, c'est vrai, surtout dans notre maladie. Parce que je vois bien, si on a une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, on va souffrir plus. Enfin, donc forcément que le mental, il joue, mais moi, je l'ai pris et j'y croyais pas trop. Et malgré le fait que j'y croyais pas trop, j'avais quand même tellement d'espoir pour que ça marche, mais que finalement, enfin, ça a marché, quoi. Enfin, alors peut-être que c'est psychologique aussi, c'est sûr. Mais je pense quand même, même au niveau de la détoxification du corps, enfin, moi, la première semaine, c'était vraiment impressionnant, quoi. Après, j'aime pas beaucoup l'expression psychologique parce que c'est un peu, comment dire, c'est parce que stigmatisant. Les gens pensent que psychologie, ça veut dire que c'est dans ta tête, ça n'existe pas, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a une Ah non, relation. ça Et existe bien. corps, voilà, il y a bien sûr que nos émotions influent sur nos douleurs et que nos douleurs influent sur nos émotions et le tout inversement, bien sûr, bien sûr. On est un tout, en fait. On ne peut pas dissocier les deux. Mais qu'on souffre ou qu'on souffre pas, je pense que nos douleurs influent, enfin, notre mental. Même quelqu'un qui n'est pas malade, en fonction de ce qui va être dans sa tête, ça va avoir un impact sur lui. Donc, Pourquoi est-ce qu'on se fait pipi dessus quand on a peur? voilà. Mm. Voilà, c'est notre cerveau qui lâche à un moment donné, qui lâche tout, qui relâche tout. Et donc, bien sûr que toutes nos émotions ont un effet sur le corps, bien sûr. Et souvent, c'est pas suffisamment pris en compte, c'est négligé en fait. On a l'impression d'être incompris, on a l'impression qu'on minimise nos douleurs, enfin nos douleurs. Moi, je ne suis pas de fibromyalgie, mais je veux dire, les personnes fibromyalgiques ont l'impression qu'on minimise leurs douleurs ou leurs conditions, alors que c'est une maladie, si elle n'est pas grave dans le sens où elle n'est pas mortelle, il n'y a pas de dégénérescence, et dont on souffre énormément. Et la souffrance est fatigante, la souffrance est Mm. épuisante, Ah oui, moralement. oui. Mm. Bah, en fait, elle est pas. Ce qui est le plus dur, je pense, dans notre maladie, c'est que elle est pas du tout, mais alors pas du tout visible. C'est ça.
Et ça, les gens, ils le comprennent pas. Enfin, moi, je vois bien la tête des gens quand. J'entends plus Noémie. Ah, Enfin, ça a coupé. j'ai une. Il y en a qui me regardent. Oui. Ah, oui, tu m'entends? Maintenant, oui. Ça a coupé à un moment donné, mais c'est revenu. Ouais, je vois bien quand je passe, je parlais de ma carte prioritaire. Ça fait peu de temps que je l'ai et je m'en sers. Mais quand je vois bien la tête des gens quand je passe devant eux, quoi, ils se disent mais celle-là, mais enfin, elle est jeune, elle est bien habillée. Ben non, mais elle peut pas avoir besoin de passer devant moi. Enfin, j'ai tout le temps des gens qui me font des réflexions, quoi. Madame, la queue, c'est par là. Oui, oui, je sais, mais je suis prioritaire. Bien sûr. Et ça, et vu que c'est pas visible, bah c'est compliqué, quoi. Je crois qu'il y a une question dans le chat. Je n'ai pas bien pu la lire parce que je suis sans mes lunettes. Il y a Si une quelqu'un. question, c'est Elsa. Mhm. Elsa Béziade. Je voudrais savoir si la cryothérapie fonctionne. Et aussi, mon algologue m'a interdit la pratique de kiné et d'ostéo ou même du yoga. Pouvons-nous en faire? Bah, moi, ça fait 5 ans que je fais du kiné 2 fois par semaine. Je fais de l'ostéo, bon, plus rarement parce que moi, je suis pas très réceptive à l'ostéo. Donc, au bout d'un moment, je me suis un peu dit, c'est bon, c'est pas la peine d'en faire. Le yoga, je ne sais pas, je n'en ai jamais fait. Et de toute façon, comme disait Nathalie, chaque personne est différente. Donc moi, ça peut marcher sur moi et sur vous, ne rien faire du tout, quoi. La kiné, alors moi, ça me soulage, mais 1 heure après, c'est reparti, quoi. Enfin, je pense que je dois pas être la seule qui soit suivie par un kiné, surtout avec une fibro. Et il y a même des séances où ça fait rien du tout. Enfin, et la cryothérapie, bah, moi, je l'ai fait en même temps que la. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Et les deux, la phycocyanine plus la cryothérapie, ça a été magique. Après, je Moi, pense que la Nathalie, tu peux parler cryothérapie, c'est un du... gros budget. Ah, pardon. J'allais dire, moi, par rapport à mon approche, par rapport enfin, ma réponse par rapport à la question, c'est que je ne comprends pas pourquoi ce serait contre-indiqué. Je vois pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des raisons, mais j'aimerais les connaître. Je ne les connais pas. Et peut-être qu'il y a une raison tout à fait plausible, mais je ne vois pas laquelle, moi, personnellement. Pour moi, le yoga utilise beaucoup de pratiques de respiration. Donc, on a besoin, justement, le yoga nidra est peut-être une forme de yoga qui est peut-être plus adaptée. Parce que peut-être que la personne pense que le yoga, des mouvements très tordus comme ça, alors qu'en fait, le yoga nidra, c'est allongé par terre sans bouger, en fait, quasiment. Donc, c'est peut-être le yoga, c'est pour ça que j'ai mentionné le yoga nidra qui est plus indiqué en cas de fibromyalgie, en effet. La kiné, l'ostéopathie, oui, pourquoi pas. L'ostéopathie, ce n'est pas des craquements de comme on pense. Hein, avec l'ostéopathie, Mm. c'est tout un accompagnement. On va redresser parfois les organes qui ne sont pas bien placés, donc pourquoi pas. Après, c'est sûr que ce n'est pas de la kiné qui va soigner la fibromyalgie. Alors, on en est bien Non. d'accord. Mais ça va soulager temporairement, bien sûr. Et puis, certains kinés pratiquent, par exemple, la fasciathérapie qui va travailler sur les émotions. Il ne faut pas oublier le côté émotionnel. Mm. Très important. La cryo, alors, il y a une loi qui s'appelle la loi d'Hormèse. Peut-être que certaines personnes en ont déjà entendu parler, qui part du principe qu'en fait, le corps a besoin d'être soumis parfois à un choc, à un stress, un peu comme justement la cryothérapie peut le faire, c'est-à-dire refroidir très fort le corps. Ça peut lui demander une réponse, ça peut lui demander de s'adapter, une adaptation qui peut être salutaire. Donc, personnellement, j'ai jamais recommandé la cryothérapie, mais je peux comprendre comment ça pourrait fonctionner. Et d'après Noémie, elle a dit que ça l'a soulagée, donc une personne n'est pas une autre. Pourquoi pas? Mm. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication, certainement pas. Super. Bon, j'espère qu'Elsa, ça t'a aidé. C'est bon.
Il y a Elisabeth. Coucou Elisabeth, je vois que tu as levé la main. Il me semble que Oui, tu peux témoigner aussi peut-être. oui, je peux témoigner. Ça peut apporter de l'eau au moulin à beaucoup de personnes. Donc, merci Lorena et merci Nathalie de Enchantée. pouvoir participer ce soir. Donc, je vais essayer de faire court parce que, bon, comme je prends de la FICO depuis 9 mois, je peux faire long aussi. Et bon, je vais essayer de faire court quand même. Donc, j'ai été diagnostiquée maladie de base d'eau début 2016. Maladie de base d'eau, donc c'est c'est d'abord une hyperthyroïdie, après on passe en hypo parce que le corps a fait des anticorps contre la thyroïde. Donc traitement sur le long terme, bien évidemment. Ensuite, comme je vais toujours mal partout, on a creusé les recherches et en fait, j'ai été diagnostiquée par le centre antidouleur de mon département, fibromyalgique. Donc c'était l'été 2016. Donc 2017, 2018, ça a été galère, etc., etc. Dans le sens où j'étais arrivée à un stade où je marchais presque plus, je faisais plus rien à la maison. Bon, voilà, après c'est le cas de beaucoup de personnes dans notre cas. Il faut quand même aussi être honnête avec notre état. Pas toujours reconnu, comme vous le disiez, par l'entourage ni par les médecins. Donc moralement, ça complique beaucoup les choses. Donc du coup, j'ai rencontré Fabien qui m'a parlé FICO. Donc j'en prends depuis novembre 2019. J'étais dosée, donc Levothyrox, on avait commencé à stabiliser Levothyrox et Tyrosol pour la thyroïde. Et niveau codéine, j'étais rendue à 3 voire 4 grammes d'afalgan codéiné par jour. Donc j'étais toujours au seuil maximum pour très très peu de douleur. Ce qui me sauvait toujours, c'est que j'ai toujours bien dormi. Donc de l'amélioration assez rapidement avec la FICO. Je prenais du Discal le matin, une autre dose dans la journée. Et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai repris un petit peu mes activités sociales, parce que je ne travaille plus du coup. Et au besoin, je prenais de temps en temps du Ring Blue pour pouvoir avoir de l'énergie suffisamment pour toute la journée. Sachant que je devais toujours me reposer tous les après-midi, sinon c'est une cata. Et jusqu'au jour où, du coup, j'ai dit, tiens, il faut que je fasse autrement. J'ai rajouté le Discal le soir. Du coup, ça m'a permis le matin de me lever beaucoup moins fatiguée. Parce qu'en fait, au lever, le matin, le corps est endolori, on a l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur, c'était toujours compliqué. Donc du coup, depuis que je prends le soir, le matin, c'est beaucoup mieux. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on va dire que ça fait bien plus d'un mois que je n'ai pas pris de la codéine, je ne prends rien d'autre que la phycocyanine. J'ai pratiquement récupéré ma forme physique comme avant, je vais dire. J'ai recommencé à jardiner, je marche, j'arrive à tenir toute une journée sans me reposer. Hier soir, parce que je suis un petit peu investie dans ma commune, donc j'étais en réunion hier soir. Je suis rentrée à 2h cette nuit, bon, un peu fatiguée aujourd'hui, mais bon, ça va. Donc, la FICO, bon, je n'irai pas jusqu'à dire, comme dit Noémie, produit miracle, mais malgré tout, dans notre confort quotidien de malade fibromyalgique, c'est génial parce qu'on retrouve le moral, on retrouve la santé, on n'a presque plus de douleur. C'est magique de se retrouver soi-même. Et c'est hyper important, comme tu disais, Nathalie, de le dire à notre entourage. Parce que on doit aider les autres et ne pas le faire, c'est un peu embêtant, je trouve, parce que ça fait tellement bien de pouvoir se dire, je retrouve mon corps. Ça, je veux dire, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix parce qu'on est tellement mal, on est tellement pas bien qu'on ne sait plus quoi faire. Et là, ce produit nous apporte tout ce qu'on a perdu. Donc voilà, j'ai fait court. Je sais que sur le Zoom, il y a une personne que j'ai invitée. Je t'ai parlé, Nathalie Coralie. Donc si toutefois elle veut échanger, c'est possible aussi. Donc autour de moi, j'ai aussi tout un réseau. Je fais partie de plusieurs permanences de gens fibromyalgiques. Donc là, je suis en contact avec des gens aussi. On va mettre en place des ateliers. Donc n'hésitez pas. Ouais, ça, c'est super. C'est très, très bien. Et c'est vrai que le fait d'avoir de plus en plus de personnes qui ont un témoignage, je pense j'espère que ça rassure les gens de dire qu'on a peut-être enfin trouvé une solution à notre problème de santé.
En tout cas, une autre manière de Ouais, percevoir la maladie et de l'appréhender. complètement, 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 complètement. Hein. Ah, super, Elisabeth, merci beaucoup. Voilà. Mais Super. alors, après, du coup, j'ai pas encore fait mon témoignage sur INBS parce que, bon, voilà, je me sentais pas trop capable de le faire. Mais maintenant que j'ai réussi à trouver un rythme de croisière, je vais le faire plus détaillé, justement, avec toutes les étapes. Comme ça, Bonne idée. ça peut être sympa. Après, c'est vrai que chaque personne fibro est différente de son C'est voisin ou ça. de sa voisine. Chaque Qu'il y a aussi histoire est des, différente. voilà, qu'il y a aussi des hommes qui commencent enfin, non, je vais le dire autrement. Il y a aussi de plus en plus d'hommes qui sont concernés par cette maladie. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, c'est hyper important. Et surtout, vous les naturopathes, je pense que ça peut être un sacré outil dans votre mallette. Tout à fait. Hein. C'est vraiment un outil de Ouais, choix. Tout à ouais, fait. je pense. Hein. Donc, merci. Voilà. Donc, je Maintenant, vous souhaite merci une à bonne soirée à tout le monde et s'il y a besoin, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi aussi. Voilà, je vous en prie. Génial, vous. merci Elisabeth. Oui, je t'en prie, Manuel. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il n'y a personne qui lève la main, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas trouvé le bouton, par exemple. Donc, n'hésitez pas, je fais le tour des fenêtres, savoir s'il y en a qui lèvent la main avec la caméra. J'ai vu que Coralie avait mis un message, mais de nouveau sans lunettes, je n'ai pas pu lire. Alors, du coup, Coralie, elle est aussi naturopathe, c'est une invitée d'Elisabeth, et puis du coup, elle remercie pour les témoignages. Ça va beaucoup l'aider pour ses Bah, patients. écoute, Coralie, j'allais te dire aussi que si tu veux me rencontrer en privé, si tu veux qu'on échange à ce sujet-là, c'est avec plaisir. Elisabeth peut te donner mes coordonnées, c'est avec plaisir, on peut échanger avec tous les autres. D'ailleurs, hein. Je me rends vraiment disponible parce que c'est important pour moi que les thérapeutes connaissent euh, la phycocyanine. Donc, ça fait quand même 2 ans que je pratique avec, il ne faut pas hésiter. Oui, elles sont sur ma tête, mais si je les mets, alors je vois tout, je vois plus de loin. Je sais qu'elles sont sur Bon, bah top. Bon, il n'y a pas d'autres questions. ma Je question. pense que ça devrait être bon. Parce que c'est que j'ai bien expliqué tout. C'était parfait, c'était bien complet. Pour information, j'ai enregistré, donc je vais pouvoir transmettre l'enregistrement s'il y a des personnes qui n'ont pas pu venir ce soir. Oui. Donc, si vous voulez transmettre à d'autres personnes, les témoignages, c'est déjà avec les explications de Nathalie, c'est juste super parce qu'on a aussi ce côté-là au niveau de la médecine aussi. Et puis bah, le témoignage est c'est juste top aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier, même si la fibro, on dit que c'est du cas par cas, c'est juste hyper important. Je voulais rajouter, puisque j'ai pu remettre mon micro, je vous ai dit que j'avais eu la maladie de base d'eau. Donc, puisqu'on parlait fibro, j'ai un peu écouté ce paramètre-là. Au niveau de la thyroïde, l'endocrinologue voulait m'opérer. J'ai toujours refusé l'opération. Et donc, dans mon parcours, là, début d'année, je n'ai plus prévenu mon médecin que j'arrêterais les traitements pour la thyroïde. Il n'était pas trop d'accord, donc j'ai parlé FICO. Il m'a dit, bah, écoutez, essayez. Et là, je ne prends plus de traitement pour la thyroïde depuis avril, plus rien. Et mes Plus de analyses, elles sont Levothyrox? ni lévothyrox, ni tyrosol. Et ma thyroïde, au niveau des analyses de sang, je suis rentrée dans les normes. Okay. Bah, moi, je Aussi. peux dire aussi que ma fille souffrait Ouais. aussi de la maladie de Bézo, pourtant très jeune, hein, 22 ans. Ouais. Elle n'a jamais supporté le traitement allopathique. Elle a toujours eu des difficultés de santé mentale. Et grâce à la phycocyanine, elle prend le traitement allopathique. Mais attention, j'insiste quand même sur le côté où on ne s'automédicamente pas. On ne prend pas la phycocyanine en arrêtant ces traitements médicamenteux. Il faut toujours avoir l'avis de votre médecin. Parlez-en à votre médecin parce que si le médecin ne connaît pas la phycocyanine, c'est possible. Pendant que vous ne la connaissez pas. Hein, donc, c'est possible, mais au moins informez-le. Comme ça, il peut s'informer. Il peut aider d'autres personnes aussi. Mais ne jamais arrêter un traitement allopathique sans l'avis de votre médecin prescripteur. Très important. Oui, je confirme. Moi, j'ai vraiment prévenu mon médecin. On en a parlé avant que j'arrête. Il n'était pas pour. Alors, après, voilà, je suis la malade. C'est mon corps, c'est ma vie. J'ai pris la décision de. Et je ne regrette pas. Et quand je suis retournée le voir, quand on a refait l'ordonnance pour la prise de sang, il a dit oui, au regard des résultats, je ne peux que voir que ça fonctionne. Donc, mais je te rejoins, Nathalie, il ne faut pas le faire sans avis médical. C'est une évidence. Je pense que, quelle que soit la maladie, alors après, je ne voudrais pas dire que c'est forcément une histoire de personne, mais bon, c'est souvent le cas. On a des médecins parfois qui, voilà, ils font leur boulot de médecin, point. Alors que d'autres médecins, il faut vraiment en faire un allié
dans notre parcours de combattant. C'est important. C'est vraiment Par important. contre, là où je te rejoins, Elisabeth, c'est qu'à un moment donné, le corps nous envoie aussi un signal en se disant ce médicament n'est plus pour moi. Tout à fait. Tout à fait. Et là, il faut savoir s'écouter et il faut savoir, c'est difficile parfois, Mm. comment l'exprimer à son médecin, dire non, j'ai vraiment envie d'essayer autre chose, de diminuer les doses progressivement ou faire quelque chose, mais aidez-moi à le faire. Et si ce médecin n'est pas d'accord, il y a un médecin qui va le faire. Tout à fait. Quand on connaît son corps, c'est idem pour l'alimentation. Il y a des choses que je sais que je ne peux plus manger parce que les intestins, ils n'aiment pas. Donc après, quand on se connaît, c'est plus facile d'être dans notre quotidien. C'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Ouais. C'est ça. C'est Merci hyper à tous. important et en plus d'avoir l'aval du médecin, c'est hyper important d'avoir un suivi. Et en plus, je regardais au niveau de vos questions dans le chat, des personnes qui demandent comment on s'en procure, comment ça se passe, etc. Il y a forcément une personne qui vous a invité sur ce Zoom ce soir. Donc, vous allez directement vous diriger vers la personne qui vous a invité et elle va vous donner toutes les informations. Sachant que cette personne-là, elle connaît aussi la phycocyanine, elle doit sûrement en consommer aussi, donc elle pourra vous apporter son témoignage. Si vous avez d'autres questions pour Nathalie qui vous reviennent après, vous pouvez aussi les poser soit directement via la personne qui vous a invité, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez aussi retrouver Nathalie sur Instagram, sur Facebook. Et ce qui est hyper important aussi, c'est quand vous consommez la phycocyanine, vous passez par la personne qui vous a invité, vous avez un suivi. Donc, c'est pas, par exemple, quand vous allez en pharmacie ou quoi que ce soit, c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais là, vous avez vraiment un suivi personnalisé. Donc, la personne va vous suivre de A à Z à partir du moment où vous prenez la phycocyanine. C'est très, très important. Voilà. Donc, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et puis, on vous dit à bientôt. Je pense que ça va être un rendez-vous toutes les semaines sur différentes thématiques. Donc, on va pouvoir... on peut parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a prévu aussi une problématique de femmes. Enfin, la fibromyalgie, comme disait Elisabeth, n'est pas qu'une problématique de femmes, mais c'est souvent une problématique de femmes. Par contre, l'endométriose, dont on va parler la semaine prochaine, c'est une problématique de femmes. Certainement des femmes autour de vous qui en souffrent, qui en ont souffert. Vous connaissez peut-être des gens autour de vous ou même. N'hésitez pas à transmettre l'information, à être intégré sur les groupes d'information. Donc la semaine prochaine, mercredi prochain, endométriose. Voilà. Et chaque semaine, vous serez informé si vous le souhaitez, parce que je vais traiter chaque sujet en fait. J'ai envie de traiter chaque sujet, donc vos suggestions sont les bienvenues aussi. Super. Avec plaisir. Merci d'être là. Merci à vous d'être venus et puis on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.